Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Donne-moi tes pauvres, tes exténués qui en rang pressé aspirent à vivre libre. Le rebut de tes rivages surpeuplés envoie-moi, les déshérités que la tempête me les apporte, de ma lumière, j'éclaire la porte d'or. Statue de la Liberté, New York. Le monde est peuplé d'êtres humains qui sont dotés de multiples facultés. Ces capacités nombreuses leur ont permis, pour un temps qui est le nôtre, d'occuper le sommet fort étroit de la pyramide écologique. Combien de temps durera cette période, nul ne peut le savoir, mais les climatologues ne sont pas toujours optimistes. Cette tautologie nous oblige cependant à une double interrogation. Pourquoi sommes-nous parvenus au sommet de cette pyramide, alors que l'homme ne possède pas au regard de l'évolution des caractéristiques exceptionnelles? La seconde interrogation peut apparaître à certains, comment une injonction? Comment faire pour maintenir cette place unique que personne pour le moment ne semble vouloir nous contester? Notre plus grand ennemi semble être notre semblable, ou quelques petits virus et autres parasites qui nous rendent la vie impossible. L'évolution du monde ne cesse de perturber les esprits. Pas un jour sans que l'actualité ne parle d'économie. Cela constitue même le travail de nombreuses personnes employées par les chaînes d'information continue et les médias sociaux, ne nous informent sur un ton en général alarmiste qu'une profession se sent menacée. Hier, c'était surtout les paysans qui par gros bataillons occupaient nos rues. Aujourd'hui, peut-être en raison de leur corporatisme, ce sont les chauffeurs de taxi, les médecins, les notaires, les pilotes d'avion, les enseignants, les parents d'élèves. Commencer un ouvrage qui désire traiter d'un sujet sérieux par une telle banalité peut sembler étonnant, et peut laisser penser que le but final d'un propos n'est pas de conduire à une réflexion globale sur la place de la relation de l'homme avec l'univers qui l'entoure, mais plutôt à une critique cynique de notre système d'organisation tel que nous le percevons tous les jours. Pourtant, si on y regarde de plus près, la plupart des livres d'économie ou d'économie politique développent une idée similaire tout au moins dans leur premier chapitre. Certains que l'on nomme déclinistes vont même jusqu'à publier des essais uniquement fondés sur une critique facile de notre système productif. Cela est également le cas lorsque ces ouvrages, plus ou moins savants, plus ou moins anciens, plus ou moins polémiques, abordent le thème toujours présent du travail. Le travail n'est que l'expression que l'homme a trouvée pour imprimer sa marque, son empreinte sur la planète. Pour s'en convaincre, il suffit de se demander si les autres êtres vivants qui peuplent notre planète travaillent. Le jardinier, lorsqu'il parle des plantes et des arbres au printemps, indique qu'il travaille. La nature se modifie tous les jours par un mécanisme que personne ne maîtrise. De même peut-on considérer que dans le monde animal, il y a un véritable travail. Lorsque qu'un lion ou plus exactement une lionne part en chasse le matin pour nourrir sa famille, peut-on dire qu'elle part au travail à l'image du cadre de la défense qui chaque matin prend le RER depuis son pavillon de banlieue? L'action n'est-elle pas comparable? Le temps passé n'a-t-il pas le même but? Celui de perpétuer l'espèce au-delà de celui d'assurer sa propre survie? L'exemple de l'oiseau qui construit son nid qui doit permettre la reproduction, n'est-il pas du travail à l'image du travailleur qui 35 heures par semaine consacre son énergie afin d'obtenir un salaire qui lui permettra le remboursement du crédit qui lui a été accordé pour acheter une modeste habitation? La personne sans emploi qui, à l'aide de matériaux de construction achetés ou recyclés, construit sa maison n'est-elle pas elle aussi un travailleur qui réalise, à l'image de l'oiseau, une autoconstruction? Cependant, les économistes, principalement les plus libéraux d'entre eux, préfèrent à cette image trouble de l'oiseau. Un oiseau est en général le symbole de la paix et de la liberté, l'image des fourmis ou des abeilles, plus proche du travail. Les fourmis sont une illustration bien pratique de ce que certains voudraient bien que l'homme soit. Un travailleur silencieux qui connaît la tâche spécialisée qu'il doit accomplir, une organisation sans faille, au service d'un but unique, sous la direction d'une autorité qui possède des caractéristiques telles que son pouvoir représenté par son management fondé sur l'élitisme, la reine de la fourmilière, ne peut en aucun cas être contesté. Les fourmis ouvrières sont contrôlées par une police et une armée chargées de défendre la colonie contre les intrus, mais peuvent également prendre en charge les individus qui par déviance auraient un comportement contraire à la règle commune. Pour les économistes, les fourmis possèdent la rationalité qui les conduit à agir en fonction d'une règle prévisible, une qualité qu'il conviendrait d'étendre à tous les individus.
Mais si l'on y réfléchit, le seul travail des fourmis n'est que de maintenir leur espèce en vue de perpétuer une reine dans une activité de loisir totale, sans aucune modification notable de son environnement, une organisation parfaite aux yeux de certains, mais sans but véritable autre que la satisfaction d'un unique bonheur, celui de la reine. Un économiste doit-il attendre d'une colonie de fourmis la compréhension des phénomènes des hommes et des femmes qui peuplent notre planète? Heureusement pour les humains, aucun économiste ne fut jamais assez stupide pour s'aventurer dans un tel raisonnement dont le côté paradoxal le conduit dès les premières lignes à renoncer à toute démonstration. Il est également conscient du caractère spécifique de l'être humain, de sa place tout à fait originale dans l'évolution des espèces et de son rôle de transformateur, de fabricant, de travailleur du monde. La prospective, le sens de l'histoire sont les choix favoris d'une introduction d'un sujet traitant d'une science humaine dont les phénomènes étranges ne manquent jamais de surprendre les chercheurs, plus habitués à la rectitude des facteurs constants et des variables mises en équation qu'aux choix souvent irrationnels d'une espèce devenue maîtresse de sa planète. Il est par ailleurs fréquent que cette référence à l'histoire ou au moins à l'évolution historique, souvent proche de la micro-histoire, rende la lecture passionnante mais aussi rapidement obsolète. Combien d'ouvrages dans leurs propos introductifs, sans doute pour flatter le futur lecteur, comportent une formulation sur la nécessaire obsolescence des livres passés, des théories historiques, pour ne garder que le côté moderne ou moderniste du développement conduit par le dernier expert de la cause. Si l'on parle des ouvrages d'économie, nous avons en premier lieu une vision économique dans notre propos. Le plus célèbre d'entre eux est certainement, tout au moins dans l'ordre chronologique, La richesse des nations qu'Adam Smith fit paraître en 1776. Il peut servir de référence. Cet ouvrage capital ne fait pas exception à la règle que nous venons d'énoncer. Tout au plus en fixe-t-il probablement les règles en inscrivant les phénomènes économiques et en premier lieu, celui du travail dans un profond processus historique dont il décrit longuement l'évolution pour en développer ensuite le futur. Alors interrogeons-nous sur un certain nombre de changements que des économistes plus contemporains que le très classique Adam Smith aiment à nous faire partager. Le monde change tous les jours. Il nous rapproche inévitablement d'un avenir que l'on juge toujours incertain. L'homme depuis longtemps vit avec et au milieu de cette angoisse. Il a réussi à juguler cette crainte par le recours déjà ancien à des mondes futurs, des mondes qui transcendent son propre destin en un destin universel qui souvent devient alors collectif. Il a souvent confié, au cours de l'histoire, cette partie de lui-même aux religieux qui lui fournit ainsi une aide pour forger son destin individuel et le fondre dans celui d'un groupe plus large. Le religieux n'a souvent pris cette charge que contre une rançon importante, rançon à payer en échange en monnaie universelle, la monnaie des dieux. Dans sa vie ordinaire, une vie ordonnée faite de contraintes et de frustrations multiples et quasi permanentes, l'homme doit conduire sa vie en suivant les préceptes d'un maître qu'il a lui-même plus ou moins volontairement choisi. Le monde change également car il est le résultat du fruit de l'accumulation de nos richesses, tant physiques qu'intellectuelles. Elles sont créées, produites puis transformées. Depuis le jour où l'homme a réussi à transformer le flux de son travail en stock matériel et immatériel, il s'est ouvert un avenir fait de sécurité mais également de peur et de convoitise, notamment la peur de voir disparaître les stocks si durement constitués par des générations de travailleurs. Cette peur l'ancre profondément dans son monde actuel. Ce n'est plus aux divinités qu'il peut s'en remettre si une catastrophe survient, mais bien aux autres hommes, toujours prompts à convoiter son bien si chèrement préservé, mélange de fierté et de vanité. Les dernières décennies ont été l'objet de changements majeurs dans nos économies, appartenant au monde dit développé. Si l'on considère l'économie comme la science des ressources rares ou d'une façon plus générale comme la science qui vise, par la combinaison la plus adéquate possible entre le facteur travail et le facteur capital à créer des richesses, les changements économiques sont alors des changements qui affectent notre vie quotidienne tant dans l'aspect de la production des dites richesses que par leur nécessaire redistribution. L'accumulation récente, sans précédent, des richesses a conduit à des bouleversements dans les comportements humains. Ainsi est-il couramment admis dans la plupart des cercles des économistes orthodoxes ou chez les néolibéraux, que le facteur capital est maintenant celui qui doit être privilégié. On parle aussi de politique de l'offre. Le capital est le symbole de nos économies particulièrement occidentales,
que l'on qualifie quelquefois de capitaliste. Ce terme galvaudé ne possède guère d'autre signification que celle de sa prévalence pour l'argent. Le terme, à d'autres époques et sous la plume de certains, passait presque pour une injure. Le vocable est maintenant tombé pratiquement dans le langage commun. Il y est presque devenu le synonyme d'économie. Le capital est cependant l'objet de toutes les attentions. Cela serait peut-être une explication bien facile par ses fonctions, son côté matériel et concret qui le rendent plus facilement quantifiable, analysable et matérialisable dans un monde occidental orienté vers le rationnel, le matériel, un monde qui semble définitivement débarrassé de son merveilleux, un monde désenchanté. Le capital est partout. En posséder une part n'est plus l'apanage des personnes qui en font leur métier. Comme l'indiquent les journalistes économiques, les fonds de pension ne sont-ils pas le symbole de l'épargne bien gérée ? Le capital est accessible à tous par un simple clic de souris. Une action, ce n'est pas cher. Et dans action, il y a déjà presque bonne action. En revanche, par un effet de miroir, le deuxième facteur, le travail, est devenu le mal-aimé de notre civilisation. Le premier signe de désamour se situe au niveau de sa nature. Si le capital est concret, quantifiable, multipliable, divisible, le travail ne présente naturellement aucune de ces caractéristiques si symboliques de la civilisation occidentale. Le quantifier, c'est ouvrir un débat pour le moment insoluble dans certains pays. Il faut définir une durée de travail maximale et minimale, un temps de travail effectif, un temps de fin de travail, un temps de vacances, un temps de départ à la retraite. Le travail présente également le fort handicap dans nos civilisations mécanisées, d'être souvent substituable au moins en apparence par des machines, donc par du capital. Le cas inverse, si la situation est en théorie possible, ne représente que des cas très rares, dont la rareté en fait de bons exemples pour l'application de la règle générale. La dernière caractéristique constitue probablement son pire crime, le travail est le fruit de l'activité de l'homme. Dans un monde qui se veut tous les jours plus tourné vers la technique et la science, le fait de devoir compter sur un facteur qui dépend d'un être animé, d'un être vivant qui pense, cela semble pour beaucoup une simple aberration. Le monde contemporain s'est forgé dans un premier temps grâce au travail du cheval. Ce dernier a rapidement abandonné la partie pour être remplacé par son frère à vapeur, électrique et au diesel. L'équidé coule aujourd'hui la plupart du temps des jours heureux, n'ayant plus qu'une activité hebdomadaire dans des lieux où l'herbe est verte et grasse, les paris en monnaie multiples et généreux. Hélas, pour les économistes et pour les hommes eux-mêmes, nous n'avons pas encore suivi le même destin. Que se passe-t-il depuis 30 ans dans les pays du Nord ? Le niveau de production de richesse atteint des sommets, le capital coule à flot mais le travail se fait tous les jours plus rare. Il devient rare, mais cependant cette rareté n'est pas sa principale caractéristique ou source de désamour. En plus de devenir rare, il devient une source de souffrance. Bien souvent l'activité professionnelle du fait de l'éclatement des horaires ne permet même plus d'assurer sa subsistance, et les phénomènes de vie chère connus au début du siècle dernier refont leur apparition. Les exclus ne sont plus uniquement des personnes sans emploi mais également des travailleurs pauvres, des travailleurs précaires. Malgré cela, le travail est devenu de plus en plus indispensable. Sa seule forme salariée, si possible à temps plein, sans limitation de durée, est devenu dans notre pays le support de nombreux droits objectifs mais également subjectifs. Le travail salarié est devenu la clé de la vie sociale en commun, le partage d'un certain style de vie. Sans travail, le citoyen rejoint rapidement la cohorte d'une nouvelle forme de ségrégation, les exclus, personnages que l'humanité ignore, dont la terminologie populaire et audiovisuelle indique bien à quel point notre société les met entre parenthèses, le temps de leur pénitence. Nous avons construit jadis des léproseries avec de hauts murs qui avaient au moins le mérite d'être facilement identifiables. Aujourd'hui, si l'exclusion persiste, les murs physiques ont disparu, pas la ségrégation souvent faite de multiples murs de verre invisibles uniquement de ceux qui ne les rencontrent pas. Le travail, devenu indispensable et excluant, concerne la grande majorité des citoyens. Il ne fait pas l'objet de beaucoup d'interrogations sur son essence. Si le capital dont la contribution à l'économie fait l'objet d'une formalisation importante et continue par de nombreux économistes orthodoxes, le travail lui n'est souvent analysé que comme une simple variable.
Les étudiants en école de commerce se pressent en général aux cours de finance. Certains se perdent cependant dans des cours de GRH, gestion des ressources humaines. Le travail n'est vécu que comme une variable ressource. Pour les économistes, les gestionnaires, les managers, le terme employé dans le meilleur des cas durant ces exposés est celui de la valeur travail. Or ce terme, outre le fait qu'il fait référence à un terme très précis en économie, a pour lui l'avantage du flou auprès d'un public moins connaisseur. Cet essai a pour but principal de dégager de ce flou un certain nombre d'idées au sujet du travail, en particulier de constater qu'il est plus logique de parler des valeurs contenues dans le travail que de l'unique valeur du travail. Il convient également, une fois la différence sémantique faite, de savoir dans quelle mesure une meilleure compréhension du phénomène du travail peut permettre de mieux le comparer au capital en termes de contribution à la création de richesse, qui est la définition que nous avons donnée de la démarche de l'économiste. Le fait de constater que le travail, ainsi que ses valeurs, doit prendre une place prépondérante dans le développement économique, relève d'une démarche globale consistant à remettre l'homme au cœur du processus économique. Si l'on doit comparer le travail et le capital, il faut les comparer à l'aune du marché qui est pour les libéraux le lieu de tous les arbitrages. L'économie classique depuis David Ricardo, 1772 à 1823, a mis le marché au centre du raisonnement. De nos jours, dans sa version ultralibérale, ordolibérale, ou pour les tenants d'une économie sociale, le marché est toujours considéré comme le lieu où se forme le point d'équilibre, c'est-à-dire le lieu où les équations trouvent à la fois leur source et leur justification. En économie néoclassique, le marché se caractérise par une atomicité, c'est-à-dire une abondance d'offreurs et de demandeurs. Dans ce cas précis, on peut dire que le travail représente les millions d'individus qui se pressent pour en avoir un. Ainsi, le phénomène du travail semble bien devoir se conformer à la première caractéristique. L'homogénéité, c'est-à-dire que les entrants sur le marché auraient tous des caractéristiques sinon similaires du moins homogènes. C'est le grand principe de la mondialisation que les économistes veulent répandre parmi les peuples du monde entier. Un homme, qu'il soit présent en Europe ou en Afrique, possède vis-à-vis du travail des caractéristiques assez semblables. Si en fonction d'une éthique et d'une conception humaniste, cet argument semble irréfutable, il fait fi de tout un environnement culturel et social qui fait le propre de la personne humaine. Enfin, la transparence de l'information et plus généralement de la symétrie dans la transaction, c'est-à-dire que les contractants doivent être non seulement dans un rapport de force équivalent mais également disposer d'informations valables et véridiques l'un sur l'autre. On voit dans cette dernière caractéristique que dès le départ le contrat de travail ne peut répondre à ce critère. Le travail, s'il doit être lié par un contrat, sera forcément inégalitaire entre un employeur qui détient le pouvoir sous la forme de l'outil de production, et un travailleur qui lui ne dispose à l'origine que de son temps de vie, d'une force que l'on appelle force de travail. Pour cette raison première, les rapports entre ces deux entités est toujours empreint de méfiance. Le Code du travail est en conséquence obligatoire pour régir les échanges. Les législations en place sont fort variables suivant les histoires nationales. Certains font confiance aux contrats qui privilégient la liberté et la flexibilité, alors que d'autres ont recours à la réglementation qui privilégie la sécurité mutuelle mais induit une certaine exigence quant au comportement de l'ensemble des agents économiques. Si l'on considère que le travail doit faire l'objet d'un marché, qu'il doit être un marché concurrentiel, alors il faut en tirer les conclusions quant à ses fondamentaux. Le travail ne peut correspondre à la théorie développée par Alfred Marshall, 1842 à 1924, la confrontation de l'offre et de la demande dans un marché concurrentiel qui permet de prédire à la fois le prix et les quantités de biens échangés, produits manufacturés, matières premières, obligations, actions. Ce point d'équilibre théorique correspond au prix pour lequel les vendeurs sont disposés à fournir la même quantité de biens que les acheteurs veulent acquérir. Cela suppose que les acteurs aient un comportement rationnel et soient uniquement préoccupés par le prix. Il est certain que le marché du travail, si l'on doit appliquer ce terme qui semble ici abusif, ne répondra jamais à la définition académique. De nombreux emplois sont, d'après les organismes chargés des statistiques sur l'emploi, non pourvus dans notre pays. Or, selon la définition des économistes,
un comportement rationnel conduirait à augmenter le salaire proposé jusqu'à ce qu'un candidat accepte le poste. Mais dans ce cas, l'offreur dirait qu'il perd de l'argent. Le terme valeur travail sur lequel nous reviendrons est cher aux économistes, mais est insuffisant pour expliquer les comportements humains qui ne sont pas aussi rationnels que les équations mathématiques. Les multiples théories des jeux semblent vouloir nous indiquer que la question du travail ne peut être résumée par des nombres aussi complexes soient-ils. Le travail touche tous les êtres, qu'ils soient des Homo economicus ou des Homo sapiens, des Homo laborans ou des Homo veteans. Il convient donc de parler plus des valeurs du travail que de la valeur travail. C'est à cette exploration que nous vous invitons. Dans un premier temps, nous allons indiquer pourquoi le travail est paradoxal et ne peut avoir le comportement d'un bien économique ordinaire. Afin de bien en comprendre les spécificités, il est dans un autre temps souhaitable d'en faire un historique. Comprendre d'où nous venons peut être important pour une projection vers le futur. Au travers d'exemples extrêmes, décrits sous la forme de véritables études de cas, nous tenterons d'en comprendre puis d'en modéliser les valeurs. Enfin, dans une dernière partie, nous envisagerons un futur au travail, car propre de l'homme, le travail est une activité qu'il ne semble pas encore prêt à abandonner. Que ferait-il sans cela? Les paradoxes du travail. Premier paradoxe du travail. Le travail est la valeur cardinale de nos sociétés, sa forme standard est le salariat. Cependant, pour les individus, le travail lui-même devient de plus en plus rare. Si l'on prend en compte les chiffres de l'INSEE, la situation semble, sur une longue période et malgré quelques variations momentanées, très claire. On passe de 700 000 chômeurs en 1972, c'est-à-dire salariés sans emploi, à 2,6 millions en 1995 pour aujourd'hui en 2015 atteindre 3,5 millions. Si ces chiffres peuvent être contestés, ils sont certainement une fourchette basse de la réalité car ils ne prennent pas en compte les salariés potentiels qui ont renoncé à chercher un travail, ainsi que les personnes en formation qui perçoivent une rémunération de substitution. Mais au-delà de cette rareté de l'emploi qui n'est pas une chose inhabituelle en économie, il faut prendre en compte l'ensemble des droits qui sont attachés à la qualité de salarié. Dans le domaine de la santé, de nombreux efforts sont faits tout particulièrement en Europe pour que les droits d'accès aux soins ne soient plus tout à fait reliés au salariat. Mais devant une médecine toujours plus performante et en conséquence souvent chère, une couverture complémentaire de qualité est souvent nécessaire. Dès qu'un salarié a un projet personnel, comme par exemple l'achat d'une maison ou même bien souvent d'une automobile, voire d'un bien d'équipement ménager, l'organisme financier ou la banque lui demande de fournir une preuve de son salaire. Pour un chargé de clientèle dans une banque, fût-elle coopérative, tous les emplois ne se valent pas. D'autre part, les salariés sont de plus en plus incités, encouragés à profiter de la société des loisirs. Le temps de travail moyen du salarié n'a cessé de diminuer ces dernières décennies. Cela est un bien pour développer au-delà de son univers professionnel, un univers personnel. Mais à l'heure où l'emploi sous la forme salariale à temps plein se fait rare, où le terme de flexibilité prend une ampleur inquiétante, où les pays occidentaux redécouvrent la précarité dans les revenus, pourront-ils garder, maintenir leur spécificité? En France, pour des raisons de perte de confiance mutuelle et par manque de solidarité pour un futur collectif, le travail ne permet plus seul d'avoir accès à un logement. L'État doit mettre en place souvent dans l'urgence soit des revenus de substitution, avec plus ou moins de bonheur, soit un arsenal législatif lourd autorisant l'absence de garantie. La famille, îlot de solidarité dans un monde désuni, ne peut souvent plus pallier les incohérences du libre marché. Ainsi le travail se retrouve au centre d'un paradoxe. S'il permet à de multiples personnes de bénéficier d'un cadre de vie agréable, il devient aussi excluant pour beaucoup de travailleurs salariés qui souffrent de formes déviantes. Ces diverses altérations du modèle les empêchent de bénéficier des garanties que le travail est censé offrir. Doit-on, quand on parle de travail, le confondre avec le terme d'occupation laborieuse, qui ouvrirait un certain nombre de droits? Dans ce cas, il serait tout à fait envisageable de rémunérer le travail d'un étudiant. Ou doit-on le concevoir comme l'unique contribution de l'individu à la richesse commune? Dans ce dernier cas seraient exclues des externalités du travail,
tout un pan de la société. Les chômeurs ne peuvent partir en vacances, les travailleurs précaires ne peuvent prétendre à un logement. Si le travail est le centre de nos vies, doit-il dans sa forme canonique représentée par le salariat devenir également le générateur de nouvelles formes d'exclusion ? Deuxième paradoxe du travail. La frontière autour du travail devient tous les jours plus mouvante. Avec l'ouverture des marchés et de celui qui nous concerne au premier chef, le marché du travail à l'échelle du monde, tous les travailleurs deviennent concurrents. Si les moyens de transport de marchandises deviennent de plus en plus performants, si les États adhérents à l'Organisation mondiale du commerce, un organisme international peu démocratique qui ne possède aucun représentant du monde du travail, sont toujours plus nombreux, alors la main-d'œuvre devient un facteur flexible. Il n'est pas de jour en France sans que l'on annonce une fermeture de sites de production pour cause de délocalisation, un déplacement de fabrication souvent présenté au public de manière subtile, dont le but annoncé est semble-t-il de préserver encore quelques postes, avec pour conséquence la peur et la précarité. Or, si le capital peut de nos jours parcourir plusieurs milliers de kilomètres en une fraction de seconde, en fait à la vitesse de la lumière, suite à un simple clic de souris, le travail possède sur ce point, au vu des économistes, apprentis physiciens, un lourd handicap. Le facteur travail est lui certes mobile, mais les travailleurs eux ne le sont pas, ou bien dans des proportions qui sont bien moindres. La quantité de travail à déplacer, si les tâches échappent à toute spécialisation, peut être facilement quantifiée et peut même alors être l'objet d'un transfert tout comme d'autres entités. Le travail n'est plus alors qu'un agrégat financier et comptable. Mais au contraire d'une ligne comptable, le travailleur est un être humain qui possède une origine, une famille, une langue maternelle, un terroir, un système de valeurs. Il n'est souvent mobile que dans le cadre de ses limites de langue et de compréhension des phénomènes politiques, de modes de vie ancrés, d'un système de valeurs. Si la mobilité s'effectue au dehors de son cadre de référence, il devra adhérer à un nouveau système de paradigme. Ce type de mutation sera le plus souvent long, le conduisant à choisir un travail la plupart du temps sous-qualifié par rapport à sa formation. Comme alors il ne possède pas les codes de son nouvel environnement, il se replie sur sa communauté, s'il en possède une dans sa nouvelle patrie. Ce long cheminement de vie lui fera bien souvent perdre beaucoup d'énergie dans sa période d'intégration, énergie qu'il aurait pu mettre à profit pour le développement de son propre pays ou de sa propre famille. Dans d'autres cas, bien plus dramatiques encore, il pourra faire l'objet d'une exploitation systématique qui le conduira à demeurer dans un statut proche de l'esclave dont l'abolition fut une lutte sans concession qui éclaira le siècle des Lumières dans notre Europe pré-industrielle, une période pas si lointaine dont il faut savoir garder les souvenirs vivants. Le deuxième paradoxe du travail peut être résumé ainsi. Malgré une production de richesse toujours plus importante et l'obligation d'une implication dans l'économie toujours plus grande et plus impérieuse, le travailleur subit des atteintes importantes dans son mode de vie. S'il est un acteur indispensable à la croissance et au progrès, il en est aussi une des premières victimes. Le travailleur est souvent conduit à s'expatrier pour chercher du travail. Cette expatriation est source de perte d'identité et d'efficacité. Il est souvent également victime de discriminations parfois involontaires, qui le conduisent à accepter les travaux les plus dangereux en termes de santé au travail. On peut par ailleurs noter que dans le langage courant les termes immigration et expatriation qui font pourtant référence au même contexte, ne désignent pas le même phénomène. Un cadre français est un expatrié, un Africain venant en France est un immigré. Ce point de vocabulaire met une fois de plus en avant la domination et la soumission que le Nord se doit d'imposer au Sud. Cependant, la souffrance au travail ne connaît pas de frontières et repose sur ce phénomène de marché mondial du travail, qui conduit au moins-disant social. Les emplois semblent disparaître des pays du Nord uniquement dans le but de maintenir une forte pression sur le travailleur qui vit alors dans un univers où son avenir peut être à tout moment remis en question. Pour le travailleur occidental, le stress au travail du fait de la soumission aux strictes lois de la productivité économique est chaque jour plus important. Le choix du type de société dans lequel nous souhaitons vivre est de moins en moins laissé aux citoyens. Il devient une simple contingence de l'économie. Quant au travailleur, son avis n'est jamais pris en compte.
Le taux de syndicalisation est très faible dans des pays comme la France et il est presque nul dans les petites entreprises qui constituent cependant le principal maillon de notre économie. Seule la détention du capital de l'entreprise permet d'avoir un pouvoir sur le contrôle de son activité, son développement ou sa mort. Les travailleurs, acteurs à part entière de la production de richesse par le phénomène connu en économie sous le terme de valeur ajoutée, se trouvent néanmoins écartés des décisions grâce auxquelles cette opulence est produite. Dans une société qui se veut tournée vers la démocratie, l'entreprise reste un lieu de décision autoritaire, qui ne sont encadrés que par les règles de droit votées par les parlements issus du vote démocratique, une démocratie lointaine que les tenants de la remise en cause du droit du travail voudraient voir évoluer. Troisième paradoxe du travail. Il s'agit de faire ici un simple constat, un constat que la plupart des économistes, des sociologues, des historiens ont perçu depuis des années, en fait depuis la période antique puis qui a été relayé par la période des Lumières. Le travail le plus désagréable à effectuer, celui qui demande le plus d'efforts et de sacrifices à la personne humaine, n'est pas le mieux rémunéré. Le constat est simple à faire. Le terrassier qui sous 40 degrés au soleil manie sa pelle qui se mêle à sa soif pour creuser un fossé au bord d'une route sera moins payé que son supérieur hiérarchique qui est resté dans l'ombre de la cabane de chantier, lui-même moins payé que le contremaître qui supervise le travail depuis son véhicule 4x4 climatisé, ce dernier étant toujours moins payé que l'ingénieur qui a dessiné le plan de la nouvelle infrastructure. Pourtant, si l'on s'arrête un instant sur ce simple constat valable et applicable dans tous les pays du monde, on constate que sans les efforts de l'homme le moins rémunéré, le chemin ne serait pas tracé, le contremaître n'aurait rien à surveiller, les plans de l'ingénieur n'auraient aucune utilité et sa longue formation pour trouver une solution au problème de déplacement des automobiles serait totalement inutile. Il s'agit ici d'une simple constatation, non d'un jugement, d'un fait réel pour mettre en évidence ce qui semble bien être l'un des paradoxes du travail en général et de notre monde moderne en particulier. La main-d'œuvre est de nos jours de plus en plus formée. Si une pénurie menace nos économies, ce n'est pas parmi les mieux formés qu'il faudra chercher les ressources mais parmi les plus simples des travailleurs. Les historiens peuvent expliquer que ce paradoxe fut pendant des années l'une des raisons de l'esclavage. Faute de quelqu'un pour effectuer les basses besognes, l'esclave devenait un simple exécutant, ne bénéficiant d'aucune rémunération et donc placé en dehors du marché économique naissant. Avait-il d'ailleurs le statut d'être humain ? Fort de l'observation de ce phénomène, un des premiers théoriciens de l'économie, Adam Smith, reprend dans son ouvrage de référence Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations, paru en 1776, les thèses de Montesquieu et de la grande majorité des philosophes de la période. Il conteste le système de l'esclavage, avec des arguments purement économiques liés aux caractéristiques du travail. Il voit dès l'origine dans l'esclavage une des raisons qui bloquent la création des richesses. Se rendre compte que l'agent de production est un être humain, un citoyen, mais également un futur consommateur, est même en dehors de toute considération morale ou éthique, une source de progrès. Chaque individu, mu par son intérêt individuel, cherche à améliorer sa condition de travailleur et donc à s'élever dans la société. Cette situation le conduit à donner à son travail le meilleur de lui-même. Smith signale que sans capital le travailleur ne dispose que de cette possibilité pour améliorer son sort. Il constate cependant le paradoxe puisque la notion embryonnaire de marché du travail qu'il développe ne permet pas par le simple niveau de salaire de résoudre la question suivante qu'il se pose à lui-même. Les travailleurs les plus pauvres sont contraints au travail le plus pénible et le moins gratifiant. La plupart des théories d'Adam Smith ont été mises en pratique, et ont permis avec de multiples variantes l'apparition de notre monde contemporain. Il n'est presque plus question dans notre monde d'esclavage, bien que la condition de certains travailleurs demeure proche de ce mode d'exploitation. Cependant, si l'on se penche sur le cas français et la mise en place de règles, les conventions collectives, les accords de branche, les grilles salariales, qui sont venus depuis la dernière guerre mondiale encadrer le marché du travail, on peut se rendre compte que la rémunération privilégie non pas la pénibilité du travail. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.